Belfort, dans l'est de la France. Il est 7 h du matin et malgré une météo exécrable, près de 200 personnes attendent sur ce mystérieux parking. Oui, ça se présente bien, mis à part qu'il pleut, quoi. C'est dommage qu'il y ait la pluie. Bonjour, merci. Un par personne, monsieur. Celui qui attire les foules, c'est cet homme qui distribue ses chapeaux rouges. Merci Thierry. Ici, tout le monde connaît Thierry. Mais ce n'est pas pour ses chapeaux que l'on vient. Parqués derrière ces grilles, ces hommes vont bientôt se bousculer pour faire des affaires. Un carburateur, une roue ou une boîte de vitesse à seulement 15 €, c'est à peine croyable. 8 h, le coup d'envoi est lancé. Si tous ces clients se livrent à une course folle, c'est qu'il faut rapidement trouver le bon véhicule pour le désosser soi-même. Ça va, vous avez trouvé? Thierry, le patron de cette casse originale, organise cette foire 2 fois par an. À l'intérieur de 306. Ah, je l'avais vu, celui-là. Ouais. C'est du cuir, messieurs. Ça serait une bonne affaire, c'est sûr. Ah oui, merci. Donc on a préparé environ 200 véhicules. Tout le monde s'acharne sur les voitures, parce qu'automatiquement, il y a des bonnes affaires à 15 € à démonter, soi-même. 15 €, quelle que soit la pièce, une idée de génie qui fait des heureux. Car en France, le prix des pièces détachées automobiles neuves a flambé ces dernières années. Certains éléments de carrosserie ont même pris 70% entre 2009 et 2011. Vous êtes des vrais démonteurs, hein? Ah, mécanicien, hein? Ça rigole pas. Non, mais oui, des vrais mécaniciens. Hein. Cet homme vient chercher une boîte de vitesse. Faut que la pluie s'arrête au moins. Si la pluie s'arrête... Celui-ci, une pompe pour son moteur et un train arrière. Si vous êtes sur votre bonheur, c'est le principal, c'est que vous trouviez votre bonheur. Après... Au lieu d'acheter le train arrière à 250 €, je l'ai pour 15 €. Problème, avec de tels prix cassés, à quelques mètres de là, le ton monte. 2 hommes en viendraient presque aux mains pour un phare. L'un d'entre eux prétend l'avoir vu en premier et se l'être réservé. Attendez, il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de réservation sur les voitures. Je l'ai démonté, Je peux pas démonter tout ce même temps. Oui, non, mais voilà, vous prenez. Non, mais tout le monde est là pour démonter chacun une pièce. Les voitures ne sont pas réservées aux gens. monsieur. Oui, mais j'ai besoin d'un phare. Oui, ben, vous prendrez sur une autre, mais les voitures ne sont pas réservées à quelqu'un. Sinon, si vous réservez toutes les voitures, les gens peuvent rien acheter. Mais je suis là, j'ai pas 4 mains. J'ai des phares, je Oui, vais ben, prendre. Voilà, vous en aurez un autre, il y en a des autres. Il y en a des autres. En fait, cet homme très remonté n'est pas un particulier. Lors de ces grandes braderies, Thierry voit de plus en plus de professionnels. Les gens qui réservent les voitures complètes, je pense que c'est plus pour faire du business après, revendre des pièces par derrière, que pour leur utilité propre à eux. Des pièces revendues beaucoup plus chères sur Internet. De quoi arrondir les fins de mois, sans doute au noir. Ludovic, lui aussi, est dans le métier. Mais ce jeune carrossier est là aujourd'hui pour sa voiture personnelle. Même s'il travaille dans l'automobile, il ne trouve pas de pièces moins chères ailleurs. Tout ce qu'il me faut. Vous en avez pour combien là? Je sais pas, il y aura pour 40 €, 60 € à tout casser. Et sinon en neuf ou ailleurs, vous les auriez pour combien? On va dire, là je m'en tirerai pour quasiment 600 € le tout. Hein. 3 pièces. En fait, Ludovic va avoir une bonne surprise 3 pièces. lors du passage en caisse. Bonjour. 45 s'il vous plaît. 45 € contre 600 pour des pièces neuves. Après, c'est taqué. En 2 jours, Thierry va réaliser 40 000 € de recettes. C'est exceptionnel. L'équivalent d'1 mois de chiffre d'affaires de sa casse automobile. Si ces foires ont de plus en plus de succès, c'est que les prix de l'entretien automobile explosent et que certains professionnels profitent sans scrupule de la crédulité de leurs clients pour leur faire payer le prix fort. En moyenne, acheter et entretenir une voiture coûte très cher, 6 000 € par an. Avec 38 millions de véhicules qui roulent en France, le magot est alléchant et conduit souvent à des arnaques. Le cauchemar de tout automobiliste, c'est de tomber en panne. Surtout sur l'autoroute ou le périphérique, car sur ces voies rapides, les tarifs de dépannage sont élevés. Alors un accident. Sur ces axes, seuls des dépanneurs agréés sont autorisés à intervenir. C'est lui. Mais des petits malins n'hésitent pas à enfreindre la loi pour arrondir leur fin de mois. Bonjour. Ce sont des dépanneurs pirates. Déjà là-bas, j'ai pas le droit de vous dépanner ici. Faut compter 80 €.
Ils font courir des risques aux automobilistes, ce qui exaspère Christian, spécialiste du dépannage d'urgence. Il intervient sur l'autoroute sur des voitures, mais aussi lors d'accidents spectaculaires. Autre bête noire des automobilistes, les fourrières. Merde, ils ont que ça à foutre. Dans les grandes villes, elles tournent à plein régime, avec des techniques choc pour enlever à la chaîne. Mais vous allez voir que ceux qui sont censés faire respecter la loi peuvent la contourner quand ça les arrange. Je file 50 balles, tu me laisses me barrer. Ok. 45 €, ouais, ce serait 45 €. Et dans certaines fourrières, des employés n'hésitent pas à se servir en pièces détachées sur nos voitures, en toute illégalité. Donc je prends le capot. Ouais. Les voitures enlevées qui ne sont pas récupérées sont mises à la casse ou revendues par l'État. Dépannage, fourrière, l'enfer des automobilistes. Mais il y a pire, les réparations. C'est même le premier poste du budget automobile. Du coup, des grandes enseignes de centres auto proposent de réparer nos voitures à prix cassé. Mais avec Benjamin, enquêteur pour le magazine Auto Plus, nous allons découvrir les méthodes de certains centres appartenant à de grandes chaînes pour nous pousser à la consommation. Je vous donne un total de 406 €. Là, en fait, nous sommes tombés dans un centre typiquement malhonnête. Trafic, arnaque et mécanique, enquête dans le monde de l'auto, où les combines rapportent gros. Autoroute A1 entre Paris et Lille. La hantise des automobilistes, c'est de tomber en panne. Le danger est permanent et un remorquage coûte plus de 100 €. Ce prix peut paraître élevé et pourtant il est justifié. Seuls des professionnels agréés peuvent intervenir dans ces secteurs réglementés. Ils sont de garde 24 heures sur 24. Non, Jérôme, C'est le cas de Christian. juste comme ça. Pour être agréé, ce spécialiste doit pouvoir intervenir sur n'importe quel type de véhicule en moins de 30 minutes, avec du matériel haut de gamme. Et une flotte impressionnante. 22 cartes grises. C'est une vieille complicité avec les autoroutes puisque nous sommes agréés, mon père était agréé dès l'ouverture de l'autoroute, dès 1964. Pourtant, depuis quelques années, Christian fait face à une concurrence illégale et dangereuse. Des dépanneurs pirates proposent sur Internet d'intervenir n'importe où, à des prix imbattables. Sauf que sur l'autoroute, c'est illégal. Un dépanneur pirate, c'est un dépanneur qui n'a pas de contrat d'agrément, qui travaille quand il veut, où il veut et au prix qu'il veut. Ce sont des gens qui nous volent le travail. Avec Christian, nous allons comprendre quelles sont leurs pratiques et les dangers qu'ils font courir aux automobilistes. Pour les découvrir, nous avons créé une panne sur cette voiture. Là, on simule une panne, on a donc débranché le tuyau d'arrivée de gasoil. Donc ça, normalement, il doit le voir tout de suite s'il est mécanicien. Tout à fait. Il va regarder? Non. Non, bien sûr. Nous appelons l'un de ces dépanneurs à bas prix en première page sur Internet. Et je suis garée sur le bord de l'autoroute et c'est assez dangereux là. Visiblement, ce dépanneur est prêt à intervenir sur autoroute, ce qui lui est pourtant formellement interdit. Nous sommes sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans ce genre de situation, la durée de survie n'est que de quelques minutes. Fais gaffe, fais gaffe. Vous êtes trompé? C'est pourquoi les dépanneurs agréés ont l'obligation d'être sur les lieux en moins de 30 minutes. Vas-y, vas-y, c'est lui, c'est lui. Le dépanneur pirate, lui, mettra plus d'1 heure. Bonjour. Le dépanneur est arrivé. Il ne respecte rien, il ne respecte pas la réglementation lumineuse. Apparemment, il n'a pas mis les gyrophares. Je ne vois pas sa chasuble réglementaire. Voilà, donc c'est un pirate. Aucune signalisation d'urgence, aucune protection. En revanche, l'homme a l'air de connaître la loi. Je suis à mon compte. Déjà là-bas, j'ai pas le droit de vous dépanner ici. Et c'est combien? Faut compter 80 €.
D'accord, mais vous n'avez pas le droit d'être ici. Pas le droit. Là, je vous rends service plus qu'autre chose, quoi. Contrairement à ce que pensait Christian, le dépanneur pirate trouve très vite la panne. C'est la pompe à gasoil. Bah là, c'est bon. Hein. Une chance pour lui, car il n'a pas à charger la voiture sur son camion, ce qui prend du temps et augmente le risque de se faire repérer. Et vous allez me suivre jusqu'à la sortie. Là, on va rouler. Pour quitter la zone encore plus rapidement, il nous encaissera une fois sorti de l'autoroute. Nous le suivons et Christian remarque que son camion est loin d'être aux normes. On voit le feu arrière du camion de dépannage qui ne fonctionne pas. Il doit avoir 2 gyrophares, oui. Ouais. Et il les a là? Non, il a rien. Donc il a rien parce qu'il ne veut pas être vu, donc pas vu, pas pris. Ça peut être dangereux pour les usagers de faire appel à ces gens-là? Bien sûr, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui sont des marginaux, qui travaillent avec des véhicules qui ne sont pas toujours aux normes, pas toujours en règle et pas toujours bien assurés. Et ce n'est pas le seul problème. Hors de l'autoroute, au moment de payer, le dépanneur pirate est plus détendu et très bavard. Moi, j'ai besoin pour mon assurance quelque J'ai pas de chose. facture, c'est ça le truc. Parce que là, vous n'avez pas le droit. C'est 170 € à payer avec chèque ou en espèces ou en carte bleue. Parce que sur l'autoroute, c'est un agrément. Là, en fait, c'est comme si je piquais leur boulot, quoi. Mais alors vous faites ça comment Moi, c'est du black. L'homme n'est pas déclaré et il y a pire. Dépanneur, ce n'est même pas vraiment son métier. Vous faites ça toute la journée? Non, toute la journée, regardez comment je vous ai rendu service. Regardez comment je suis. Charge du travail. Donc c'est quoi votre Moi, métier? j'ai une société de camions de sandwich. J'ai 10 camions de snack. Et voilà, j'ai une dépanneuse, mais là... Ce vendeur de sandwich a acheté cette dépanneuse en piteux état pour arrondir ses fins de mois. Bon, bah merci beaucoup. Bah, On va appeler notre oncle. Ouais, merci. Ce dépannage sauvage nous coûtera au final 85 € et quelques frayeurs. Si sur l'autoroute, le dépannage est autant encadré, c'est qu'il faut être un professionnel comme Christian pour y garantir une totale sécurité aux usagers. Ici, sur l'autoroute du Nord, 100 000 véhicules se croisent tous les jours. Et l'année dernière, il y a eu 2500 accidents. Alors, pour surveiller cet axe majeur, la police dispose de caméras qui filment 24 heures sur 24. Toutes les images arrivent dans ce PC sécurité. Police de l'autoroute, bonjour. Oui, je vous écoute. Alors, un accident. Ça s'est passé où exactement? Un grave accident vient de se produire. Un camion-citerne est couché sur l'autoroute. Il faut déclencher au plus vite le départ des pompiers et du dépanneur. Allez, très tôt, vous vous rendez 1-1 whisky, jonction A3 whisky à hauteur de Paris. Un poids lourd, un ors en particulier, une citerne couchée sur les voies. Christian vient d'être appelé. Sa société est spécialisée dans les situations de l'extrême. Il doit libérer la circulation au plus vite. On a en théorie une demi-heure. Il est bien évident que quand l'autoroute est coupée et qu'on a des kilomètres et des kilomètres de queue et que tout Paris s'organise autour de rendez-vous manqués, ça a un coût, une incidence économique incroyable pour la région parisienne. Il faut moins de 20 minutes à Christian et ses 2 camions pour arriver sur les lieux de l'accident. Sur place, le dispositif est impressionnant. La police est déjà là ainsi qu'une quarantaine de pompiers qui sécurisent la zone. Ça fait la toxicité pour voir si c'est pas dangereux au niveau des émanations. L'un d'eux accompagne Christian jusqu'à l'endroit de l'accident. Et il devait rouler vite quand même, le pépère, parce que c'est rare de décrocher comme ça. Le tracteur et la citerne sont désolidarisés. Le choc a été très violent. Le chauffeur est à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. C'est compliqué comme opération là, à première vue? Ah oui, ça va être assez long parce que bon, la prudence veut que l'on décharge, qu'on dépote le liquide dans la citerne parce que la structure de la citerne est altérée dans la mesure où ça a tapé très fort. Donc s'il y a une soudure qui lâche
ou un compartiment qui lâche, on va tout mettre sur la chaussée. Christian découvre l'ampleur des dégâts. La citerne est en partie éventrée. Elle s'est encastrée dans le muret en béton. Le professionnel prend des photos pour figer la scène. Voilà. L'opération va être délicate. La citerne contient 24 000 litres d'un hydrocarbure potentiellement dangereux. Ce produit entre notamment dans la composition de solvants tels que le white spirit. Et ce liquide s'écoule. Par chance, l'accident n'a fait aucune victime. Imaginez un instant que des voitures ou des motos soient en dessous ou pendant la trajectoire où le camion se renverse. Ça peut être un accident terrible, bien sûr. Il suffit d'un coup d'œil à Christian pour deviner les causes de l'accident. Voilà. Voilà, avoir des pneumatiques en état, c'est pas un luxe. Hein, Pourquoi ils sont lisses là? Bah, moi, je suis pas policier, mais à mon avis, ils sont hors normes. Là. Et visiblement, les policiers partagent son intuition. Les pneus arrière sont très fatigués, on va dire. La circulation a été neutralisée. Et déjà, les premiers bouchons se forment. Nous sommes quelques kilomètres avant Roissy-Charles de Gaulle. L'accès à l'aéroport est très perturbé. Pour relever la citerne, Christian va avoir besoin de matériel supplémentaire. Son gigantesque camion grue, qui était mobilisé sur un autre accident. Non, c'est le bordel, tout est saturé de chez partout. Hein. Le commandant des pompiers vient aux nouvelles. On va déjà récupérer la grue. Faut qu'elle arrive déjà. Juste avoir un ordre d'idée. Je sais pas, ils vont arriver, mais bon, c'est le bordel, il y a 10 km de queue. Quoi. En attendant la grue, Christian s'attaque au tracteur. Donc, Vivien, on va le basculer, le camion, et on va le pendre par derrière, nous. Hein. On démonte rien comme ça. Grâce au puissant treuil de son camion et à des câbles pouvant tracter jusqu'à 70 tonnes, il va remettre la cabine sur ses roues. Bon, attention. Il n'y a personne derrière. Vérifiez s'il n'y a personne. L'opération est risquée. Un peu plus loin, Vivien. Plus loin. À tout moment, les câbles peuvent lâcher sous la tension. Le risque zéro n'existant pas, donc il est toujours judicieux de se reculer. Hein. Alors évidemment, il a un petit peu souffert. Hein. Le châssis fait la gueule. Hein. Pour éviter tout accident supplémentaire, Christian se précipite sur le camion. Là, on débranche tout de suite la batterie pour éviter tout risque de feu. Hein. Malgré ses nombreux dépannages, ça doit être des haltères là-bas. Christian n'oublie jamais que derrière ces amas de ferraille, il y a un chauffeur. Voilà, quand ça ira mieux dans quelques jours, il viendra récupérer ses affaires. Et il sera content de pouvoir récupérer, même si ça n'a pas beaucoup de valeur pour nous, ça en a peut-être pour lui. Le plus dur reste à venir, soulever la citerne. La grue arrive enfin. L'énorme engin apparaît escorté par des motards de la police. Grâce à eux, Jérôme, l'assistant de Christian, a réussi à se faufiler dans les embouteillages. Merci les gars. C'était sympa. C'était sport. C'était sport pour nous. C'était sport. L'équipe est à présent au complet. Comment on se place? Le dépannage de l'extrême va pouvoir commencer. Mais dans ce genre d'opération, ce sont les pompiers qui commandent. Et le chef de la cellule d'intervention chimique a arrêté une stratégie pour éviter toute aggravation de la situation. Car la citerne fuit en partie. Il y a un des compartiments qui a été endommagé pendant l'accident. Nous, on peut peut-être essayer de vider ce compartiment-là. Ah bah ouais, de toute façon, tout ce qu'on peut retirer, c'est du bonus. Hein, de toute façon. On est parti. Si ça s'ouvre... Merci à ceux qui n'ont rien à faire de reculer. Après cette opération, l'équipe de Christian doit étudier comment procéder au relevage. Qu'est-ce qu'ils ont vidé là? Ils ont rien vidé? La moitié du conteneur, la moitié du premier compartiment. Il faut trouver des points d'accroche solides. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste arracher. Ah, c'est de la merde, c'est de la luce. Hein. Problème, la structure est très endommagée. Il n'y a pas de prise. Faut bien calculer son coût là. Ah ouais, bien sûr. Il y a un peu de tension là. Ah ouais, c'est toujours du stress quoi, quand c'est pas fini. Donc là, il faut bien positionner chaque élément, bien penser comment ça va évoluer. Faut tout prévoir quoi. Ah ouais. Et ça, c'est quoi? C'est l'expérience? Ah ouais, faut du recul là, bien sûr. Finalement,
Christian trouve la solution. Non, non, attends Jérôme. Si on met la chaîne ici et on fait le tour de l'autre côté, on va pas prendre le pont. Ok? Allez, on y va. La grue de Christian, c'est l'un des plus gros modèles jamais fabriqués au monde. Elle est capable de soulever jusqu'à 80 tonnes. Un petit bijou qui vaut plus d'1 million d'euros. L'opération de relevage est extrêmement délicate. Pendant que Christian soulève la citerne avec ses sangles surdimensionnées, Jérôme, de son côté, doit la faire basculer sur ses roues à l'aide de ces énormes câbles, reliés au treuil de son camion. Leur coordination est millimétrée. À tout moment, la citerne de 38 tonnes peut se déchirer. Joli! Finalement, l'opération est une réussite. Il y a un peu de fierté, un peu de contentement quand même là. Non, non, un peu de stress qui va passer là, c'est bon. Et en plus, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a notre commandant qui est là, il y a tous les officiers, là, il y a 50 personnes qui nous regardent, il y a la télévision même. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon, félicitations, monsieur Braun. Merci, commandant. Voilà. On a fait notre mieux, comme d'habitude. Très bien, on va pouvoir dégager la porte. Merci. Enfin, c'est mieux comme ça qu'avec 24 000 litres par terre. La citerne est debout, mais très endommagée. Les pompiers vont en extraire l'intégralité du liquide pour éviter tout risque de fuite lors du remorquage. Cette opération s'appelle le dépotage. Une longue attente commence pour le dépanneur. Le plus dur est derrière lui. C'est un métier où il faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Sans ça, D'ailleurs, régulièrement, malheureusement, il y a quelques collègues tous les ans qui se font écraser ou qui ont des fins tragiques, bien sûr. Et quand on va en dessous des camions, c'est très dangereux, bien sûr. Bien sûr. Et le fait de travailler sur l'autoroute? Alors là, c'est encore, là, c'est le salaire de la peur, quoi. Il faut rester le moins longtemps possible. Et là, effectivement, là, c'est très, très dangereux. Si Christian, le dépanneur de l'extrême, est souvent considéré comme un sauveur, d'autres professionnels du remorquage, eux, souffrent d'une très mauvaise image. Ces sociétés privées travaillent pour les collectivités et leur activité est détestée par la grande majorité des Français. Ce sont les fourriéristes. Comme dans toutes les grandes villes, à Paris, se garer est devenu presque impossible. En 10 ans, 85 000 places de stationnement ont disparu. Et dans le même temps, l'activité des fourrières aurait augmenté de 40%. Chaque jour, 700 voitures sont enlevées dans la capitale. Notre enquête va nous révéler des techniques redoutables et parfois illégales. Comme tous les jours à Paris, une voiture mal garée est enlevée toutes les 2 minutes. Nous allons comprendre comment cela peut aller aussi vite. Cet automobiliste s'est absenté quelques instants et déjà il est trop tard. En plus de l'amende, il va devoir payer les frais de fourrière car 2 roues de sa voiture sont levées. C'est le principe. Je trouve que le principe de dire qu'on ne peut pas arrêter la procédure parce que la roue est soulevée, alors que je serais arrivé 1 minute avant, c'était bon, ça devient effrayant. Je trouve qu'il y a un racket systématique maintenant qui devient lamentable. Ça coûte 126 €. Si l'amende revient à l'État, les 126 € d'enlèvement, ce sont notamment la préfecture et les sociétés privées de fourrières qui se les partagent. Pour pouvoir les facturer, il faut que la voiture soit levée au retour de l'automobiliste. Et les particuliers ne sont pas les seuls à devoir mettre la main au porte-monnaie. Ce fleuriste prévoit chaque mois un budget pour payer les PV et les enlèvements de ses camions de livraison. C'est pas loin de 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. C'est sans pitié, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ils passent la voiture banalisée avant donc, de la préfecture de police et avec les camions de fourrière qui suivent. Vous allez voir que cette technique est rodée. Pour ne pas laisser le temps à l'automobiliste de récupérer son véhicule, ce sont des cortèges très spéciaux qui quadrillent chaque jour les rues de la capitale. En tête, les agents de la préfecture qui dressent les PV et juste derrière des escadrons de camions grues, prêts à charger immédiatement.
Pour enlever toujours plus de voitures, les grutiers, comme on les appelle, se croient tout permis. Vitesse excessive, feu rouge grillé, priorité aux piétons non respectés. Ce grutier, lui, s'est carrément garé en double file, à contresens, obligeant les voitures à des manœuvres dangereuses pour le contourner. Il était allé s'acheter sa baguette de pain et il remonte tranquillement dans son camion, accompagné d'un policier. Le problème, c'est que cette course aux chiffres et ces enlèvements éclairs ont conduit à des dérives. Une polémique a été déclenchée en avril dernier. Une fourrière parisienne a embarqué un véhicule avec un bébé à l'intérieur. Cette histoire a fait la une des journaux. Il était 8h30 devant cette école du 16e arrondissement. Le temps d'y déposer un de ses fils, une mère de 3 enfants stationne quelques minutes son véhicule aux vitres teintées. Son nourrisson de 3 semaines dort à l'intérieur. Elle ne veut pas le réveiller. Mais la place qu'elle a prise est réservée aux pompiers. Lorsque la maman ressort de l'école, sa voiture a disparu. Le chauffeur qui a enlevé le nourrisson, c'est cet homme. Il s'appelle Sandro. Jusqu'ici, il a toujours refusé de parler de cette histoire. Nous l'avons convaincu de lever le voile sur cette affaire et les pratiques de la société qu'il employait. Il y a quand même déjà des agents assermentés qui regardent le véhicule avant que nous on le charge. Et la police, elle a fait le tour du véhicule, ils ont regardé, ils étaient 3 agents, les 3 ils ont regardé, ils n'ont pas vu parce que je dis, les vitres elles étaient plus teintées encore que ce 4x4 là. Nous les coutiers, ce qu'il y a dedans, on va pas dire qu'on s'en fout, mais voilà, ça ne nous regarde pas. Si Sandro ne se sent pas personnellement responsable, cette histoire l'a tout de même affecté. Pour son patron, en revanche, aucun état d'âme. Ça m'a mis mal à l'aise. Et j'ai dit à ma société de me laisser 2 ou 3 heures, histoire de reprendre conscience de ce qui s'était passé. Chose qu'ils m'ont dit, non, il faut repartir sur le terrain, parce que voilà, il y a du boulot. Je suis reparti me tourner pour ramasser des véhicules derrière. Aujourd'hui, Sandro travaille pour une autre fourrière de la capitale. Il a été licencié parce qu'il n'était pas d'accord avec les méthodes de son ancien patron. C'est que pour l'argent, quoi. C'est même pas parce que le véhicule hygiène, c'est parce que voilà, il faut rentrer de l'argent dans les caisses. Politique du chiffre. Voilà, il faut qu'il y ait du chiffre. Ce racket permanent n'est donc pas qu'un sentiment. Pour nous le prouver, Sandro tient à nous montrer sur le terrain comment travaillent ses anciens collègues sous pression. Je crois que j'ai le bon flair. Hein. Ah, il y en a un autre là, devant. Comme en plein jour, la nuit c'est la même technique pour faire du chiffre. Ah, il y a la voiture de la préfecture, elle est là. Pour éviter de perdre au maximum des véhicules, ils essayent d'être constamment derrière la préfecture de police, justement pour éviter de les perdre. Dès qu'elle est verbalisée par la police, la voiture est aussitôt chargée. En procédant ainsi, l'automobiliste n'a aucune chance de récupérer son véhicule sans avoir à payer les frais de fourrière. Et nous allons découvrir que pour être certain que les grutiers assurent un rendement optimal, dans cette fourrière, ils sont surveillés de près. Il y a le mec en scooter juste devant. Ça sert à quoi le mec en scooter ? En fait, il surveille les mecs pour voir comment ça se passe. Il a un micro avec lui, justement, qui communique avec les mecs. L'homme au scooter tient dans sa main un talkie-walkie, directement relié au grutier. Il est chargé de surmotiver les chauffeurs et de les prévenir du retour des automobilistes. Et des fois, ça peut partir à l'extrême. Vous avez la personne qui sort de la boulangerie avec sa baguette en disant « je suis là, je suis là, je suis là », le véhicule n'est pas encore levé, mais on lui dit « lève, 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 lève ». Parce que 2 roues levées, c'est l'assurance d'encaisser 126 €. Et dans cette fourrière, les grutiers auraient des quotas de voitures à enlever. Moi, personnellement, on m'a, entre guillemets, imposé des véhicules par jour. 10 ? Ouais. Bon, on avait la possibilité d'en faire plus, mais minimum 10 véhicules par jour. Mais bon, il faut pas qu'on se dise que voilà, c'est la faute du routier parce qu'il grille les feux. Non, parce que le mec, il ne s'y fait pas le chiffre, et ben, il a la pression du patron, toi tu sers à rien, toi tu vaux rien. Voilà, on te jette comme une merde, comme t'es arrivé, quoi. La suite de notre enquête va nous révéler que certains fourriéristes vont encore beaucoup plus loin. Ce samedi soir, au Stade de France, a lieu un important concert de rap.
Les premiers fans sont déjà là, et les fourrières aussi. Un arrêté préfectoral interdit de se garer aux abords du stade pour des raisons de sécurité. Nous avons volontairement stationné cette voiture verte. La police et la fourrière sont déjà au travail. Nous nous précipitons alors sur le grutier. Attendez. Il faut voir ça avec la police. On peut s'arranger, sinon je te file 50 balles. C'est bon, Ouais. je viens d'arriver. Ouais, je sais. Je te file 50 La balles. police, il est là, quoi. Il a déjà... Bah ouais, mais t'as pas chargé encore. Non, je suis pas chargé justement, mais je suis là, mais il faut voir avec lui si vous allez payer ou bien... Bah je paierai la prune, mais je te file 50 balles, tu me laisses me barrer. Ok. 45 €, ouais, ça serait 45 €. Bah je te file 50, tiens. Ok. Sans hésiter, l'homme prend notre billet. Je vais faire la facture ici. Bon, c'est bon, t'embête pas. Bon, je vais essayer de faire ça quand même. Ok. Je viens d'arriver, je suis désolé. Mais avec la présence du policier à quelques mètres, il est inquiet. Il insiste pour nous faire une facture. Il veut faire semblant d'être dans les règles. Lorsque nous sommes arrivés, le grutier n'avait pas levé notre voiture. Nos 4 roues sont encore au sol. L'enlèvement n'a pas commencé. Et selon le code de la route, nous n'avons donc que le déplacement de la fourrière à payer. Et donc là, c'est combien pour le déplacement? Pour le déplacement, mais je fais 45 €. 45 €, d'accord. Le grutier nous propose un arrangement à 45 €. Sauf que les frais de déplacement sont réglementaires et forfaitaires partout en France, et ils sont de 15,20 €. Et je vais avoir l'amende quand même? Non, j'ai pas le faire parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Ah, vous me faites pas le PV? Super. J'ai pas eu le temps de la faire d'achat, c'est plus. Ah ouais, je pensais que j'aurais le PV quand même, c'est cool, j'ai pas le PV. Non, je n'ai pas le PV. Surprise, le PV n'a pas encore été dressé. L'infraction n'est donc pas constatée, ce qui signifie que l'enlèvement n'est pas demandé par la police. En toute logique, nous ne devrions pas débourser 1 centime. Le grutier nous remet une facture bidon et empoche nos 50 €. Mais il nous rend tout de même la monnaie. S'il vous plaît, je viens de me faire soulever ma voiture, là, ça se passe comment? Oui, c'est la fourrière. Attends, je vous donne les 5 €. Fourrière de merde, ouais. Ça à foutre, hein. Ils ont que ça à foutre. Hein. Le concert, moi je paye mes impôts, je laisse ma voiture 10 minutes, je reviens, fourrière, 115 balles, dans ma gueule. Ouais, je suis en train de faire là. Bon bah, je me sauve alors, ça marche. Je tremble. Ouais, putain, moi j'ai du bol, je l'ai chopé juste. C'est un truc de fou. Ils ont que ça à foutre. Ils ont que ça à foutre. Ils ont fait quoi? Ils ont levé la voiture? Oui, ils m'ont soulevé ma voiture, je suis rentré Attends, avec. moi j'ai du bol, je suis arrivé juste avant. Ah, vous avez eu de la chance. Ouais, mais c'est 45 ans même. Hein. Non, mais non, c'est 150. Ah ouais, 150. Aucune fourrière parisienne n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Dans ce milieu opaque, la présence des caméras n'est pas vraiment souhaitée. Seule une société du Val-de-Marne nous a permis de suivre un de ces grutiers. Ça y est, ça commence là. C'est parti. David débute sa tournée. Cela fait 14 ans qu'il travaille pour cette fourrière. Ah, au début de la rue, les 2 premiers là, la rouge, l'autre. Ok. Ça marche. David fait parfois comme aujourd'hui des enlèvements pour stationnement gênant. Cette voiture rouge était mal garée en pleine voie et empêchait la circulation dans cette rue. Mais la plupart du temps, son job consiste à faire ce que l'on appelle dans le jargon des fourriéristes les plus de 7 jours. En province et en banlieue, c'est ce type d'enlèvement que font principalement les grutiers. Il s'agit d'un véhicule en stationnement abusif. La loi interdit de stationner une voiture plus de 7 jours consécutifs à la même place. La police l'a donc verbalisé et a demandé son enlèvement. C'est quoi ces marques blanches au sol? Ça permet de voir que le véhicule n'a pas bougé. C'est fait par là, entre autres par la police municipale. Il y a plusieurs types de repères comme ça au sol, des marquages au sol pour pouvoir, quand on arrive, voir si le véhicule a bougé ou pas. S'il a bougé, on n'y touche pas. Et avec ces véhicules dits ventouses, David n'a pas de propriétaire mécontent à gérer. Au contraire, il libère une place de stationnement pour les riverains. Bien souvent, on a quand même beaucoup plus pour les stationnements abusifs, des gens qui passent et qui nous disent « Ah, c'est cool parce que ça, la voiture, elle bouge pas, ça fait longtemps, on peut pas se garer. » Là, la voiture, elle est même pas assurée, ça se trouve, ça fait une éternité qu'elle est là. L'opération est terminée. Nous remontons dans le camion. Direction la fourrière.
David décharge le véhicule qui va être entreposé sur le parc de la Fourrière, en attendant que son propriétaire vienne éventuellement le récupérer. Et ben là, on la garde ici, elle va être expertisée par un expert qui est missionné par la préfecture. Dans cette fourrière, celui qui décide du sort des véhicules non réclamés dans les délais réglementaires, c'est Jacques. Bonjour, ça va? Il est expert automobile. Il vaut mieux se rendre au plus vite à la fourrière avant le passage de Jacques, lorsque votre voiture a été enlevée. Sinon, vous risquez de ne plus la retrouver. Une voiture qui est rentrée en fourrière et qui reste sur parc plus de 3 jours, eh bien, fait l'objet d'une expertise systématique. Jacques vient ici plusieurs fois par semaine pour évaluer les véhicules. Et le verdict de l'expert est aussi implacable que rapide. L'expérience nous permet effectivement, visuellement, de voir si cette voiture est vendable ou si elle doit être proposée à la destruction. En fait, si l'expert estime la valeur de la voiture à plus de 765 €, elle est vendue aux enchères publiques après 30 jours. Ici, l'exemple est quand même assez parlant. Nous avons affaire à une voiture qui est en très bon état. Alors on va regarder un peu On va regarder la mécanique quand même pour avoir confirmation. Ici, nous avons une mécanique qui semble en parfait état. Nous n'avons pas de suintement d'huile, rien de particulier. Cette voiture pourrait être vendue au domaine. Si par contre la voiture vaut moins de 765 €, elle partira à la casse dans une dizaine de jours. Que ce soit au niveau de la carrosserie et au niveau de la sellerie, c'est propre. Malheureusement, elle a fait l'objet d'un choc relativement profond en partie arrière. Nous allons la proposer à la destruction. Comme cette voiture, 80% des véhicules non réclamés dans cette fourrière partent à la démolition chez un casseur agréé. Car depuis 1996, la loi interdit aux fourriéristes d'exercer l'activité de casseur pour éviter tout abus. Mais vous allez voir que cette règle n'est pas toujours respectée. Direction un autre département d'Île-de-France. Nous nous sommes procuré l'arrêté préfectoral relatif aux agréments. Il y est bien rappelé que les fourrières ont interdiction de vendre, mais aussi de donner une pièce provenant d'une voiture enlevée. Dans cette fourrière, nous nous présentons de la part d'un contact. Vous avez besoin de quoi? Quelques pièces pour Kangoo 2004. Ce que nous demandons est illégal, mais cet employé nous ouvre grand les portes. Au fond d'un hangar, un Kangoo blanc nous attend. Donc c'est ça la bagnole? Je vais vous prendre ce qu'il y a à prendre. Si je vous file un bifton, il y a moyen de vous filer un coup de main? Moi, je vous file juste... L'homme accepte de nous aider à démonter la voiture. Tu prends le capot? Ouais, on va le prendre, mais... Nous lui demandons si ça lui arrive souvent de se servir comme ça sur les carcasses. Quand on a besoin, pour moi, pour la porte des amis, d'accord? Sinon, ça part avec. Ouais, c'est pas revendu pièce par pièce, je pensais. Non, ça part avec, je dirais. Et donc, du coup, t'as le droit de filer des pièces comme ça, donc? Mais ça va, y a pas de souci, on peut récupérer les pièces, y a pas de souci, quoi. Non, c'est pas... Mais la casse, ils font ça, hein. Ils vont vendre les pièces après, hein. Sauf qu'un fourriériste n'est pas un casseur. Nous allons donc désosser cette voiture et repartir avec un capot, 2 phares avant Ok, un phare. et une roue. Ouais, super cool. Super cool. En tout cas, super, merci. Hein. Merci. Si ce genre de business illégal a lieu dans certaines fourrières, c'est notamment parce qu'en France, le prix des pièces détachées a explosé ces dernières années. Le coût des réparations est même devenu le premier poste dans le budget automobile. Un garage dans une petite ville de province. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Benjamin n'est pas mécanicien mais journaliste pour la presse automobile.
Il prépare sa future enquête sur les arnaques liées à l'entretien de nos voitures. Ses cibles ne seront pas les petits garagistes, mais les grandes chaînes de centres auto. Ces enseignes nationales qui vous vendent de la confiance à prix cassé. Benjamin veut vérifier si certains centres n'ont pas tendance à nous pousser à la consommation. Voilà, t'as vu? Ok, parfait. Ouais, donc faut faire levier. Ouais, mais tout doucement, comme un chausse-pied. parce que sinon tu risques de la percer, c'est quand même que du caoutchouc. Avant de commencer son enquête, Benjamin prépare la voiture test. Il répare toutes les petites pannes, et notamment ce soufflet en plastique qui était abîmé. Il va même jusqu'à le maquiller pour le vieillir artificiellement. C'est une colle de maquettiste en fait, donc qui sèche très lentement. L'avantage de le mettre là-dessus, c'est que la poussière va pouvoir s'agglomérer et donc on n'aura pas l'impression que la pièce a été changée la veille. La veille. Ainsi, Benjamin ne va laisser qu'un seul problème sur sa voiture, celui-ci. Dès qu'on secoue l'amortisseur, ça bouge. Donc ce gros cylindre bloc en fait, constitué de caoutchouc, est complètement HS. Les employés des centres auto, s'ils font bien leur travail, proposeront de changer cette seule pièce défectueuse, la semelle d'amortisseur, une sorte de joint, et c'est tout. Enfin, pour être sûr de passer incognito, Benjamin va jusqu'à changer le numéro de département de ses plaques d'immatriculation. Je change les plaques pour avoir un numéro de département correspondant à celui que je vais visiter. Donc là, histoire de moins attirer l'œil des mécaniciens, qui pourraient être suspicieux qu'un Parisien débarque en pleine semaine dans leur atelier. Benjamin a pensé à tout. Après une demi-journée de travail, sa voiture est enfin prête. Direction une ville de la région centre. C'est une grande ville de province qui, pour nous, est assez représentative et qui, comme toute grande ville, en plus, dispose de toutes les enseignes qui nous intéressent. Arrivés sur place, nous nous présentons dans le premier centre. Dès l'entrée dans le magasin, le ton est donné. Des offres promotionnelles sautent aux yeux. Remise, reprise de garantie, prix cassé. Bonjour. Bonjour. A priori, le consommateur peut avoir confiance dans la bonne affaire. Benjamin déroule son scénario. J'ai entendu un bruit à l'avant-gauche en passant sur une bosse. Benjamin décrit la panne au garagiste tout en précisant bien qu'il n'y connaît absolument rien en mécanique. Là, faut regarder, tout simplement. Ouais, mais du coup, faut un œil avisé pour ça. Ça fait vraiment du bruit, ça fait cloc-cloc, non? Il y a un cloc-cloc, ouais. Bon, on va regarder ça, vous inquiétez pas. Le garagiste inspecte la voiture, et notamment la roue avant gauche. En principe, c'est là qu'il devrait s'en rendre compte. Monsieur. Oui. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, on va penser à changer les semelles d'amortisseur. D'accord, et ça vaut quoi, ça? Je vais vous dire le prix. D'accord. Pour l'instant, le diagnostic est correct. Mais qu'en sera-t-il du prix? Bon, déjà, il faut changer les pièces qui sont vraiment en condition de soit changées. Oui, ouais. Faut commencer par ça. Une semelle, ça fait 61 €. D'accord. Ça, c'est juste la pièce ou c'est... C'est juste la semelle posée. Ah, posée, avec la manœuvre? Avec la manœuvre. Il faut la changer absolument ou ça peut rouler? Vous pouvez rouler avec cette semelle-là, vous pouvez rouler. Il n'y a pas vraiment de danger si vous voulez. Donc là, je peux faire un aller-retour en région parisienne sans problème ce week-end? Oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, ok. Voilà, là, le numéro du devis là. La réparation proposée et le prix annoncé sont justes. Le vendeur est rassurant. Il n'y a aucun doute, l'employé de ce centre auto est scrupuleusement honnête. Mais dès la seconde enseigne, le diagnostic n'est plus tout à fait le même. Là, il faut changer l'amortisseur avec les têtes d'amortisseur. Automatiquement, pour changer la tête, il faut changer la tête, l'amortisseur. Et pourtant, il n'y a rien d'automatique. Ce n'est pas un ensemble. Il suffit de changer seulement la semelle, appelée aussi tête d'amortisseur. Mais visiblement, cet homme aimerait que nous remplacions aussi nos amortisseurs, sans même nous demander si nous les avons déjà changés. Donc là c'est la tête d'amortisseur. L'amortisseur, c'est pas grave. Le mécanicien ne demandera même pas le carnet d'entretien. S'il l'avait fait, il aurait vu que les amortisseurs ont été changés récemment. Et au moment de passer en caisse, nouvelle surprise. La prestation supplémentaire, la géométrie.
Donc vous avez les deux amortisseurs, les deux petites bouches. D'accord. La géométrie, vous en avez un total de 406,60. D'accord. Et la géométrie, c'est quoi? C'est le réglage du parvis, c'est-à-dire que on intervient sur des amortisseurs qui vont être décalés, on va obligé de réaligner nos reglages. D'accord. Systématiquement, on va remettre vos deux ronds parallèles. Oui, il est systématiquement quand on change l'amortisseur. Ça peut bouger, voilà. Il faut impérativement refaire la géométrie. Si on ne la fait pas, on risque de bouffer du pneu rapidement, et puis d'avoir un comportement. 400 €, la note est salée, d'autant que la géométrie n'est pas indispensable. C'est une belle facture, ouais. Avec la géométrie, ça rajoute 77 €, 78 presque. C'est pas vraiment justifié. C'est pas vraiment justifié, il n'y a pas besoin, on n'intervient pas sur le demi-train, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. D'accord. Ouais, de toute façon, il n'y a même pas à changer les amortisseurs, donc déjà à la base. Déjà. Voilà. Direction le prochain centre, qui va faire encore mieux. Ici aussi, on nous propose la totale. Combien? Dedans, tout compris par contre. D'accord. Le montage, les amortisseurs, les têtes et un surdécalé et le parallélisme. Et le prix de la pièce d'amortisseur, c'est combien? Tout est détaillé. Le montage, deux amortisseurs, 72 €. D'accord. On n'est pas obligé de les changer pour le coup. Bah là, moi, il m'a juste parlé. Le vendeur part se renseigner dans l'atelier sur l'état de nos amortisseurs. Et quand il revient, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les amortisseurs, c'est les deux. C'est pardon? C'est les deux qui sont morts. C'est les deux qui sont morts. Non, pas les deux, l'amortisseur et la tête. Les amortisseurs sont morts aussi. Les amortisseurs sont morts aussi. D'accord. Pour moi, je pensais que c'était que la tête. Ah, ouais, d'accord. Le vendeur fait fort. Cette fois-ci, nos amortisseurs sont carrément cassés. Ils auraient une fuite. Le devis est moins cher que celui du centre précédent, mais les arguments pour nous pousser à la consommation sont contestables. Le vendeur cherche à nous faire peur. Si ça casse sur l'autoroute, attention, Ouais. Ça, là, par contre, ça va retenir. Ouais, ça peut être dangereux. Ah, mais là, par contre. Ok, on va voir ça rapidement là. Pas vous inquiéter, mais bon, peut-être. Au contraire, il va essayer de nous inquiéter davantage pour mieux nous faire avaler l'addition. Je sais pas, je vais pas exagérer, mais si ça tape, c'est qu'à un moment donné, ça va pas que ça passe au travers, hein, ça passe. Là, on doit aller à Paris, on peut aller jusqu'à Paris sans problème. On s'en fait de la route. Mais c'est délicat, hein, de dire oui, ça va aller, c'est sûr. Faut pas savoir en réalité. Ouais. À part le premier centre auto honnête, les 5 centres des autres grandes enseignes testées ont tenté de nous vendre systématiquement le même package. Les 2 semelles, ainsi que les 2 jeux d'amortisseurs avant, plus le parallélisme. Résultat, au moment de l'addition, la note explose. Le premier centre nous facturait la bonne réparation, 60 €. Les autres nous ont demandé jusqu'à 400 €, 7 fois plus cher. Benjamin sait pourquoi ses employés nous poussent à la consommation. On a des mécaniciens qui sont rémunérés, qui sont intéressés sur les ventes de pièces. Donc du coup... Donc ils ont intérêt à faire changer les pièces. Voilà, ils ont tout intérêt à faire changer les pièces pour leur salaire. Mais ce n'est pas tout. Ils seraient aussi formés à vendre toujours plus de prestations. De retour au journal, Benjamin veut nous montrer des documents confidentiels. Ça, c'est une méthode de vente d'une des grandes enseignes de réparation automobile. Dans ces techniques de vente, on apprend aux mécaniciens des argumentaires bien ficelés pour vendre davantage de prestations, même si elles ne sont pas justifiées. Et la géométrie arrive en tête. Ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de raison précise de faire contrôler le parallélisme, et ils ont quand même un discours pour dire « faut le faire parce qu'on ne sait jamais ». Benjamin a préparé son article et ses conclusions sont édifiantes. Alors sur les 6 centres que nous avons visités, il y a 5 ateliers qui ont clairement abusé, avec des arguments qui peuvent aller jusqu'à il y a un amortisseur qui fuit, c'est hyper dangereux et vous risquez même de vous mettre sur le toit quand l'amortisseur va traverser la carrosserie. C'est du mensonge et oui, c'est purement malhonnête pour vendre de la pièce. Si certains centres auto ont tendance à pousser à la consommation en vendant toujours plus de pièces neuves, d'autres ont imaginé des solutions pour faire baisser la facture. Nous retrouvons Thierry, le casseur de Belfort. Son métier, c'est de recycler les voitures dont plus personne ne veut, notamment les épaves enlevées par les fourrières. Il trie les plastiques,
le verre et les métaux. Mais surtout, il récupère les pièces encore en état de fonctionnement. Elles sont ensuite revendues d'occasion dans un vrai magasin. Donc, toutes les pièces sont démontées, contrôlées au niveau de la qualité de la pièce. Et puis en même temps, les pièces sont répertoriées avec un numéro de police, c'est-à-dire un numéro du véhicule, pour savoir de quelle voiture ça vient, la pièce. Ces pièces sont vendues de 30 à 70% moins cher qu'une pièce neuve. La boutique de Thierry ne désemplit pas, alors il est allé encore plus loin. Mais bon, on s'est aperçu que le marché grandissant en pièces d'occasion, j'ai pensé qu'il était judicieux de monter une carrosserie, donc ça a été fait c'est la 3e année. Et puis on sent que le marché est là, donc c'est quelque chose de bien pour nous. Bonjour Monsieur Marie. Grâce à ce système, la voiture de ce client a été sauvée. Nous allons comprendre pourquoi. Là-bas. Donc tout a été repeint, donc ce qui était prévu en occasion a été mis en occasion. Impeccable, ce qui me permet donc de pouvoir conserver ma voiture, voilà. Du fait que... Vous pouvez regarder le véhicule comme vous le souhaitiez. Voilà. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à envoyer la facture, donc à l'assurance. Pas de problème. Cette voiture était fortement accidentée. Pratiquement toute la carrosserie était à remplacer. Avec des pièces neuves, ce n'était pas possible. On dépassait largement le quota. En fait, le prix des réparations avec des pièces neuves était supérieur au prix même de sa voiture. L'assurance voulait l'indemniser en fonction d'une estimation de l'expert et envoyer le véhicule à la casse. Mais l'utilisation de pièces d'occasion a changé la donne. Et avec ce principe-là, ça a permis de sauver ma voiture. Tout le monde s'y retrouve, le client a récupéré une voiture comme neuve, l'assurance a eu moins à débourser, et Thierry, lui, a pu revendre ses pièces d'occasion et faire tourner sa carrosserie.